Bonsoir à tous, merci de prendre le rendez-vous de cette édition. L'arrestation de la candidate du parti Les Démocrates suscite encore bien de débats. Vous suivrez dans cette édition les impressions des juristes et citoyens, mais aussi l'appel des leaders religieux à la paix en cette veille de l'élection présidentielle. Remise de chèques de subvention de l'État aux fédérations sportives par le ministre des Sports Oswald Omeki ce vendredi 5 mars 2021. L'objectif est d'accompagner les structures à mieux faire fonctionner les activités. Et puis, le gouvernement chinois et l'UNICEF ont procédé ce jeudi 4 mars 2021 à une remise de matériel et d'intrants médicaux au ministère de la Santé. Ceci pour accompagner le Bénin dans sa stratégie de riposte contre la COVID-19. Dans un état de droit, force doit rester à la loi et chaque citoyen est appelé à répondre de ses actes. À entendre les déclarations qui qualifient l'audition de Rekia Madougou à la criette, le consultant juridique Bob Yaovi Liassidji répond. Il est au micro de Isaac Adje et de Maker Kakbo. Si l'arrestation de Mme Rekia Madougou devait être politique, sinon si elle est politique, il me semble qu'il y a bien longtemps qu'elle aurait été déjà arrêtée. Loin de là, lorsque nous avions appris l'information de son arrestation, la prudence nous a recommandé de nous taire à l'effet d'écouter la déclaration des autorités judiciaires. Et cela n'a pas manqué. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et tourisme a fait sa sortie et au regard de sa déclaration, les faits sont suffisamment graves. Il faut souligner que cette arrestation n'est pas une arrestation isolée, ce n'est pas un acte isolé. C'est à la suite de certains autres faits où des personnes sont actuellement privées de leur liberté. Monsieur le procureur spécial a même dit que ces personnes-là sont passées aux aveux et Mme Rekia Madougou serait l'une des personnes avec qui ces personnes détenues ont étroitement collaboré. Dans un état de droit, il faut faire confiance à l'appareil judiciaire. Nous sommes actuellement à la phase de l'instruction. À la fin de l'instruction, on peut avoir deux résultats. Mme Rekia Madougou peut bénéficier d'un non-lieu. Comme on peut aussi avoir une ordonnance qui demande à ce que Rekia Madougou soit jugé dans cette matière-là. Le processus électoral n'est pas une période d'immunité absolue pour les acteurs. Pas du tout alors. Bien au contraire, il y a des faits pendant ce temps-ci, c'est-à-dire avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection qui peuvent impacter cette élection-là. Et moi, je voudrais inviter les acteurs politiques au regard des déclarations de savoir raison garder. Mais lorsque vous écoutez sa déclaration, quelques heures avant son arrestation, c'est-à-dire pour le 11 avril, l'élection n'aura pas lieu sans les démocrates. Alors, lorsque la Sénat a fait son travail, a retenu 3 duos, la Cour constitutionnelle a passé au peigne fin ce travail-là et a confirmé l'adhésion de la Sénat, on ne sait pas par quelle alchimie, par quelle haute acrobatie, Mme Rekia Madougou et son colistier pourraient s'y prendre pour participer au scrutin présidentiel du 11 avril prochain. Et ces déclarations, elles sont suffisamment graves pour que les autorités judiciaires prennent leurs dispositions. Parce qu'on a la police administrative, on a la police judiciaire. Il leur appartient de faire en sorte que la sécurité de chacun, de tous, soit garantie avant les élections, pendant les élections et après les élections. Au lendemain du point de presse animé par Mario Métonou, procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, les citoyens de Cotonou se sont prononcés sur les faits reprochés à la mise en cause. On les suit au micro de notre rédaction. Nous prônons la paix dans notre pays.
Le mot maître aujourd'hui, c'est la paix. Nous allons aux élections présidentielles du 11 avril 2021. Le processus suit son cours. Et vous savez, Rekia Madougou est une candidate recalée. Étant donné qu'elle est recalée, il y a les voies de recours. Et elle sait très bien que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Elle est allée trop vite en besogne. De par ses responsabilités, il lui est conféré même le titre de diplomate. Donc, elle ne devait plus se livrer à certaines déclarations qui vont révolter le peuple et qui vont révolter aussi bien les dirigeants actuels. La justice est en train de faire son travail. Il faut ce qu'on appelle le minimum de respect à l'autorité. Il faut que dans notre pays, l'autorité soit respectée. Et ça nous manque beaucoup. Les propos, non, disons-nous la vérité en face. Vous voulez animer une conférence, ou bien un congrès, je ne sais pas, mais la parole n'est pas encore donnée aux candidats et à plus forte raison, vous êtes recalés. Et vous savez, je regrette. Moi, Nestor Abonnemanegbe, je regrette. Mais qui l'a conseillé à se lancer comme ça? Ce que monsieur le procureur Métoyon a fait, il est dans son droit. Et ce que notre soeur Madougou est en train de faire, ce n'est pas du tout normal. Parce que nous tous, on est des Béninois. Donc, moi, je la conseille, si c'est quelqu'un qui la pousse, elle n'a qu'à se ressaisir. Parce que le pays n'est plus comme avant. Il n'y a plus de désordre. Il y a une fermeture. Elle est candidate, elle a été reculée. Elle doit rester là où on l'a mis. Au Bénin, nous, on veut la paix. C'est la paix. C'est des propos qui frisent de l'incitation à la rébellion. Moi, j'ai estimé qu'elle aurait dû être interpellée plus tôt. Mais puisque ceux qui sont chargés des opérations, des procédures judiciaires ont jugé le fait maintenant, je suppose qu'ils ont des raisons de le faire. Et à entendre le procureur dans sa conférence de presse hier, les faits qui lui sont reprochés sont assez graves et justifient qu'elle soit interpellée et que la procédure soit faite. Notre patrie est une nation organisée par des lois. Elle repose sur des tests et qu'il faille que chacun s'emploie à sa façon à respecter ces tests-là qui organisent la République. Je voudrais, suite aux derniers événements, appeler tout simplement tous les Béninois au calme, tous les Béninois à la sérénité, tous les Béninois à se revêtir des vertus de paix, qui est d'abord un comportement. Et je pense que nous devons tous, quelles que soient nos motivations, justifiées ou non justifiées, garder notre sérénité et faire confiance aux institutions de la République. Dans ce même registre, les leaders religieux en appellent aussi à la non-violence en cette veille de la présidentielle. On les suit. Dans l'instabilité, rien ne peut se faire. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas gouverner un pays. Nous avons intérêt à prôner pour la paix. Nous avons intérêt à œuvrer pour la paix. Donc que nous ne soyons pas l'initiateur de l'instabilité, l'initiateur de la violence, et qu'on ne répond pas à une quelconque sollicitation à cet acte. Que chacun de nous sache que quand ça commence, les vrais profiteurs même du pays et de la politique ne sont pas souvent victimes.
Ils ont des moyens pour prendre l'avion et passer par là et s'écarter de ceux qu'ils ont semés. Et que c'est les victimes, c'est nous les innocents qui sont souvent victimes de cette situation. Donc nous les pauvres qui n'avons joui de rien que ce soit, et c'est nous qui allons être encore victimes de cela. Évitons ça, ne faisons pas cela. J'ai été politicien, mais aujourd'hui maintenant je suis parmi ceux qui prônent la paix. Donc en tant que Yakou Malerossou, je demande à tout un chacun de nous de ne jamais accepter la violence. Ça commence et on ne sait jamais là où ça va terminer. Dieu autorise l'intercompréhension et n'aime pas la rébellion. Bon, j'invite toute la communauté musulmane à la culture de la paix, de la compréhension et de la tolérance. Nous, la population, les citoyens et citoyennes, sortons le jour de vote, allez poser notre acte civique, votons pour celui qui nous jugeons bon pour le pays. Selon des convictions bien précises, bien données. Et c'est celui-là, l'élu de Dieu, qui va rester à la place. Audience inaugurale à la Cour constitutionnelle ce jeudi. Les membres de l'institution ont présenté les nouveaux locaux de la Cour et ses caractéristiques. Et la cérémonie a connu la présence du ministre de la Justice et de la Législation et du président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso. Stanislas Attendeyon pour le point. Audience inaugurale de la Cour constitutionnelle ce jeudi 4 mars 2021. À cette audience, les 7 sages ont répondu, présents dans leurs différentes auges, mais dans un cadre plus confortable. Une salle d'audience qui peut accueillir plus de 100 personnes. Le joyau est composé des bâtiments réhabilités, ayant chacun des noms précis. En ce qui concerne la rénovation, nous avons 3 bâtiments qui ont été rénovés. Le bâtiment C, de type R+1, plus toiture légère couvrant une superficie d'environ 338 mètres carrés. Ce bâtiment, le plus emblématique de la Cour de ses origines en 91 à 2020, est chargé d'histoire politique, juridictionnelle et architecturale. Il a eu un pensionnaire très spécial en la personne du général de Gaulle dans les années 40, lequel aurait passé une nuit dans une salle désormais rebaptisée Salle Galerie Charles de Gaulle. L'étape maintenant, ou la phase de la construction du nouveau bâtiment. Le bâtiment B, qui nous abrite actuellement, de type R+3, plus toiture terrasse avec une coque métallique en dessus, en entreprise générale couvrant une superficie d'environ 530 mètres carrés au sol, composé d'un parking de 8 véhicules, des bureaux des conseillers, des bureaux des secrétaires des conseillers, des salles de repos des conseillers, d'une salle d'audience publique. Celle dans laquelle nous nous trouvons présentement est dénommée Salle d'audience Monseigneur Isidore de Souza. Dans son adresse, le ministre de la Justice, Séverin Quenom, a fait savoir qu'il voit un signe probant de la renaissance du Bénin au vu du cadre qui les accueille. Il a salué le travail fait pour la rénovation de la Cour constitutionnelle. Il met en exergue les noms donnés au bâtiment. La présence d'une salle au nom de Monseigneur de Souza, de regrettée mémoire, dans le nouveau bâtiment est une preuve supplémentaire de ce que le mouvement du balancier entre le présent, le passé et le futur s'affirme. Il me semble que le fil d'Ariane des nouvelles tendances jurisprudentielles de la haute juridiction réside dans sa volonté assumée, et c'est à son honneur, d'inscrire le développement intégral de l'homme au cœur des problématiques liées au fonctionnement de nos institutions et au respect des droits de l'homme. Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, quant à lui, a réitéré l'entière disponibilité de l'institution à la population. Monsieur le président du Conseil constitutionnel, nous avons suivi et nous en sommes honorés la qualité de l'intervention du Conseil constitutionnel. Et c'est donc tout à fait à notre honneur que vous ayez choisi de vous proposer près de nous, avec nous, et que, en dépit de ce temps de repos, vous ayez accepté d'honorer de votre présence la cérémonie, la présente cérémonie. Inaugurer ces bâtiments en ce début de mars, c'est une réconciliation avec l'histoire. Et je rassure les citoyens de l'accueil de qualité qui leur sera réservé à l'avenir.
la Cour constitutionnelle accomplira, assumera ses missions en tout état de cause. À la fin de l'audience inaugurale, 12 dossiers ont été enregistrés à la Cour constitutionnelle. Il s'agit entre autres des dossiers portant recours sur le parrainage et d'expropriation. La phase 2 des travaux de construction de la route des pêches a été lancée ce jeudi à Ouida. C'était en présence du ministre des Infrastructures et des Transports de Djekbadji. En allant vers Avlekete, la route sera bitumée avec des ouvrages de franchissement. Diane Christelle Oniodje. 4 ministres du gouvernement, Jean-Michel Abimbola en charge du tourisme et des arts, José Didier Tonato du cadre de vie et du développement durable, Aurélien Agbenossi des affaires étrangères et de la coopération et Hervé Réhomé des infrastructures et des transports réunis ici dans la ville de Ouida pour l'activité qui consacre le lancement des travaux de construction de la phase 2 de la route des pêches. Travaux dont la réalisation a été autorisée le 5 février 2020 en Conseil des ministres. La route des pêches et de ses bretelles, la route de l'esclave et la corniche est de Cotonou. Ces 3 projets répondent à un triple objectif de mobilité et de desserte dans la zone côtière, de gestion des aspects environnementaux et de mise en valeur des sites touristiques de la zone côtière entre Cotonou, Abomey-Calavi, Ouida et Grand Popo. L'objectif principal du projet consiste à aménager et à bitumer un réseau routier pour la desserte des zones touristiques situées à l'ouest de Cotonou, en assurant la continuité avec la première phase du projet jusqu'à la porte du non-retour et au-delà en direction, je dis bien en direction de la Bouche du Roi. L'achèvement de tous ces travaux dans la ville de Ouida permettra d'améliorer de manière significative les conditions de circulation et d'impulser un nouveau souffle au dynamisme de croissance que connaît notre pays. Occasion pour le maire de la ville de Ouida d'exprimer toute sa gratitude et celle de la population de la dite commune envers le gouvernement. Cet acte majeur présente un triple intérêt. Un intérêt touristique, un intérêt financier et un intérêt social pour nous, fils et filles de Ouida, pour nous, filles et fils du Bénin et pour le monde entier. Par l'acte de ce jour, vous venez de repousser loin les frontières de la misère, de la pauvreté et de l'insécurité pour offrir aux habitants de ces localités plus décentes, une vie plus décente et une vie plus agréable. Hervé Réhomé a exhorté la population de la commune de Ouida au respect des prescriptions qui seront données dans le cadre de la circulation aux abords et sur le chantier. Au terme des 36 mois que dureront les travaux, les difficultés de circulation sur ces axes seront conjuguées au passé. Cette cérémonie a connu une forte mobilisation des populations et forces vives de Ouida autour de la délégation gouvernementale conduite par le ministre Hervé Réhomé. Hervé Réhomé qui a par ailleurs annoncé le lancement officiel des travaux de construction du pont sur le lac Toro et des travaux d'entretien de la route Ouida-Savi. De son côté, le ministre des Sports, Oswald Omeki, a procédé ce vendredi à la remise de chèques de subventions de l'État aux fédérations sportives. Objectif, accompagner les structures à mieux faire fonctionner les activités au sein de leur fédération, mais aussi à faire face aux charges collectives. Suivez. Oswald Omeki, ministre des Sports, nourrit davantage la vision de faire du Bénin un pays sportif. À cet effet, il vient soulager les fédérations sportives en leur octroyant leurs allocations au titre de l'année 2021 à hauteur de plus de 1 milliard de francs CFA. Par le passé, il est arrivé que nous séparions les choses. Et donc, les remises de subventions se dérouleront désormais sous cette forme. Les fédérations bénéficieront toutes ensemble, au même moment et au même lieu, des subventions que l'État voudra bien leur accorder. Les différentes initiatives sportives, toutes disciplines confondues, bénéficieront elles aussi au même moment de ce que nous pourrons mettre à leur disposition. Sous votre mandature, le mouvement sportif n'a jamais souffert de l'assistance de l'État. Aujourd'hui, nous l'affirmons haut et fort,
vous êtes en train de donner la preuve que non seulement que vous nous avez sortis des couloirs de la mort, mais vous avez tout fait pour que votre engagement pris soit respecté de bout en bout. Pour le directeur des sports d'élite, Bonaventure Kofi Koudia, l'octroi de cette subvention aux fédérations sportives par le ministère des Sports s'inscrit désormais dans une tradition. C'est pourquoi il a remercié le ministre pour son implication dans la mobilisation des ressources financières et a rassuré de la disponibilité de sa direction à accompagner les bénéficiaires. Cette 5e édition, au-delà de l'extension des bénéficiaires, elle réunit en une seule opération toutes les composantes de la famille sportive nationale, à savoir le CNSB, les fédérations sportives, toutes disciplines et formes de pratique confondues, les clubs de football, les centres de formation sportive, le Conseil national des supporters du Bénin. J'ai le sentiment que par ce choix, Monsieur le ministre a voulu encore, une fois, rappeler la nécessité pour les acteurs du mouvement sportif national de conjuguer leurs efforts et leur énergie pour imprimer une nouvelle dynamique à l'animation et à l'encadrement de la pratique sportive dans notre pays. Cette remise de chèques est le signe d'un nouveau départ et un signal fort qui concrétise l'engagement du ministère à booster le sport béninois, précise Oswald Omeki. Occasion pour lui de prodiguer quelques conseils aux responsables de fédération. J'ai souvent l'occasion d'être invité moi-même ou parfois d'être représenté par mes directeurs. Et le premier constat que l'on fait, c'est que les fédérations ne se soutiennent pas. Je veux une fois encore réitérer ce plaidoyer et espérer que vous allez désormais fonctionner comme une vraie famille sportive. Le rêve des autorités du ministère des Sports, c'est la représentation de toutes les disciplines sportives au plan national et international. Une remise de chèques suivie de photos de famille ont mis un terme à la cérémonie. Édition avec la lutte contre la pandémie du coronavirus, le gouvernement chinois et l'UNICEF ont fait don de matériel et d'intrants médicaux au ministère de la Santé. Retour sur la cérémonie avec Karine Adeni. 60 concentrateurs d'oxygène, 2100 masques faciaux, 100 thermomètres électroniques, 15 200 masques N95, ce sont là quelques matériels médicaux offerts par la Chine aux autorités sanitaires béninoises. D'une valeur de 256 millions de francs CFA, ces différents dons viennent ainsi renforcer la lutte du Bénin contre la pandémie de la COVID-19. Un geste du gouvernement chinois qui vient témoigner de l'excellente qualité des relations de coopération qui unissent les deux pays dans le cadre du développement sanitaire. Depuis le début de la pandémie de la COVID-19 au Bénin, votre pays n'a cessé d'apporter son soutien au gouvernement du Bénin. Ce soutien très remarqué s'est manifesté à plusieurs reprises, notamment par la mise à disposition du ministère de la Santé de plusieurs lots d'équipements et de matériel de prévention, de protection et de prise en charge afin de soutenir les actions engagées pour le contrôle de la pandémie de la COVID-19 qui reste un défi pour les systèmes de santé, surtout cette deuxième vague qui paraît encore plus virulente. En effet, avec cette deuxième vague, nous allons lancer encore plusieurs autres centres de prise en charge et cet accompagnement vient vraiment à point nommé. Pour l'ambassade de la Chine près le Bénin, la lutte contre la COVID-19 ne peut être réussie que par des efforts conjugués de la communauté internationale. Il rassure de la disponibilité du gouvernement chinois à accompagner le Bénin dans cette lutte. L'ambassade de Chine sera toujours disponible, sera toujours prête pour accompagner le gouvernement béninois dans cette lutte sacrée, humaine contre la nature. Fidèle à sa vocation de garantir les droits de l'enfant, notamment le droit à la santé, l'UNICEF s'est aussi engagé dans la lutte contre la COVID-19 à travers la remise officielle d'un important lot de matériel et d'intrants médicaux d'une valeur de 93 millions de francs CFA au Bénin. Le matériel remis ce jour se compose de 914 dispositifs de lavage des mains, 4 570 paires de gants de ménage, 45 700 bidons de 1 litre de savon liquide,
1828 cartons de 60 pains de savon Palmida et 11 882 bidons de 800 000 millilitres d'eau de Javel. En plus, cet appui a pris en compte le renforcement de capacité de 1000 relais communautaires pour la surveillance au niveau local, la promotion de la vaccination dans le cadre de la COVID-19, la recherche active d'enfants à vacciner. Prenant la parole, Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé, a témoigné sa gratitude envers l'UNICEF et a rassuré de l'utilisation judicieuse que le Bénin fera de ses nombreux dons. C'est l'occasion d'adresser mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers, mais surtout à l'UNICEF et à Gavi, qui, à travers les gestes de ce jour, nous expriment leur accompagnement. Je voudrais pour terminer rassurer tous les partenaires qui s'investissent dans la lutte contre la COVID-19 et particulièrement l'UNICEF et Gavi, l'Alliance du vaccin, que ces intrants seront envoyés à leur point de destination. Notons qu'à la date du 1er mars 2021, le site officiel mis en place par le gouvernement béninois dans le cadre de la gestion de la pandémie indique 1033 cas actifs pour un total de 6071 cas confirmés, dont 4963 guéris et 75 décès. On finit avec les agents de collectivités locales qui en savent désormais davantage sur les notions relatives à la déclaration et le paiement des cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. C'était à la faveur d'un séminaire de formation initié ce jeudi à leur intention. Aziza Tchamon. La déclaration et le paiement des cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS par les collectivités locales. C'est le thème qui focalise les attentions à cette séance de sensibilisation. Le régime béninois de sécurité sociale, la déclaration et le paiement des cotisations sociales à la CNSS, puis l'appurement des comptes des collectivités locales sont entre autres les trois communications reçues par les participants présents à ce séminaire de formation et d'information animé par les cadres de cette structure. Pour le directeur général de la CNSS, la tenue de la présente rencontre se justifie par plusieurs motifs, des motifs qui ont tout leur sens selon l'autorité. La rencontre de ce jour n'est pas fortuite. Les collectivités locales utilisent, à côté des agents de l'État, du personnel régi par les dispositions du Code du travail. À ce titre, il pèse sur elles des obligations légales de déclaration et de paiement des cotisations de sécurité sociale, mais aussi de production des listes nominatives au soutien des déclarations souscrites. Force est de constater que les collectivités locales ne remplissent pas toujours leurs obligations. Cet état de fait expose les travailleurs aux risques sociaux et les empêche de jouir pleinement de la protection sociale qui est à eux par le régime général de sécurité sociale. Au regard des tracasseries que subissent le plus souvent les agents des collectivités locales lors de leur retraite, le gouvernement a voulu corriger le tir via les réformes engagées au sein de cette structure, ce qui réjouit à plus d'un titre le représentant de la mairie de Cotonou. Les agents des collectivités locales souffrent le martyre dès lors qu'ils font valoir leurs droits à une pension de retraite. Les agents retraités des collectivités locales souhaiteraient, une fois admis à la retraite, qu'ils puissent jouir de leur pension comme les autres agents de l'État. Vous comprenez alors l'importance de cette réforme actuellement entreprise au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale qui voudrait désormais que les déclarations soient souscrites en ligne. Donc le séminaire de ce matin est vraiment venu à point nommé. Plusieurs panels vont meubler les travaux au cours de cette rencontre qui réunit plusieurs participants venus des différentes contrées du pays. Il s'agira pour nous de discuter des questions liées au processus de déclaration et de paiement des cotisations sociales à la CNSS et surtout de la question de la production des déclarations nominatives parce que c'est à partir de cette déclaration qu'on a le détail, on peut retracer la vie professionnelle d'un salarié aussi bien en termes de durée d'activité que de
salaire perçu. L'objectif de la Caisse nationale de sécurité sociale en initiant ce présent séminaire vise entre autres à améliorer les relations entre la CNSS et les collectivités locales, définir les modalités d'appurement de vos comptes cotisants dans nos livres et enfin définir d'un commun accord les modalités de paiement des arriérés de cotisation sociale. Rappelons que la CNSS est régie depuis le 11 février 2013 par le décret numéro 2013-50 portant la liste des maladies professionnelles et ses annexes en République du Bénin. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Nos différentes plateformes digitales sont toujours disponibles pour que vous puissiez nous suivre également en ligne. Le site internet, c'est le www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec Etelebene. Et bien entendu, l'application Etelebene disponible dans votre Play Store. Juste après moi, la suite du grand soir avec les rubriques Covid-19, info d'ici et d'ailleurs, WhatsApp.info, la chronique du soir et puis ça se discute. Bonne soirée à vous en notre compagnie.